Michel, parmi ces grands sujets de janvier 21, il y a l'investiture de Joe Biden qui vient d'avoir lieu. Et évidemment, on n'a jamais vu les États-Unis aussi États désunis. Qu'est-ce que ça t'inspire? J'ai d'abord été sidéré, mais à peine, de voir sur tous les plateaux de télévision qu'on commentait cet événement sans aucun Trumpiste. Il y a des plateaux de télévision sur les chaînes d'information continue où c'est massivement pro-Biden et personne pour défendre Trump. Je ne suis pas Trumpiste, hein. Il y a des Tu choses. l'as déjà dit ici d'ailleurs. Je n'aime pas la grossièreté, la vulgarité, le cynisme du personnage, sa misogynie, sa phallocratie. Je n'aime pas ça. Je dis simplement qu'il a fait des choses. Barack Obama était à peine arrivé qu'il était déjà prix Nobel de la paix. Après ça, il en a profité pour faire quelques guerres. Trump, pendant 4 ans, n'a déclenché aucune guerre. Il aurait mérité le prix Nobel de la paix en ce sens. Quand on est le patron de la plus grande puissance du monde et qu'on arrête d'aller bombarder tout le monde sur la planète, on se dit, tiens, quand on dit American Great Again, sous-entendu, on se replie sur nous, protectionnisme économique, mais en même temps, protectionnisme, on n'est plus les gendarmes du monde. Ça mériterait d'être entendu, ça. C'est la fin de l'impérialisme, pour ceux qui ont encore le sens des mots. Non, pas du tout, c'était un sale type qui, etc., etc., etc. Bon, il conteste l'élection de Biden. J'entends bien. Mais pendant des mois et des mois et des mois, les démocrates ont contesté la validité de l'élection de Trump. Bien sûr. Tous ces gens qui nous ont dit c'est une élection qui a été volée. C'est l'élection de Poutine. C'est Poutine qui a fabriqué les élections, etc., etc. Donc il faut arrêter ce genre de choses. J'entends juste une chose, et moi ça m'intéresse quand même de pouvoir prélever ce qui aurait été dit pour pouvoir le commenter. Fin novembre de l'an dernier, Joe Biden fait sa campagne. Et il dit, nous sommes prêts pour guider à nouveau le monde. Nous sommes prêts pour guider à nouveau le monde. Guider, j'ai entendu en français, ça doit être to lead, je pense, en anglais ici. Mais le guide, en allemand, ça se dit Führer. En italien, ça se dit Duce. En espagnol, ça se dit Caudillo. En roumain, ça se dit Conducator. Voilà quelqu'un qui nous dit, il faut me virer ce Trump parce qu'il ne guide pas le monde. Lui ne guide pas le monde, c'est-à-dire de l'aveu même de Biden, Trump s'était concentré sur la politique intérieure, qu'il semble avoir bien menée, puisque apparemment même les apathies et autres s'en viennent nous dire qu'économiquement, il s'en sort très bien. On se dit, voilà un personnage qui effectivement avait décidé de ne pas faire la guerre partout sur la planète et de ne pas guider le monde. Arrive Biden, qui trottine comme un vieillard sur 4 mètres pour laisser croire qu'il fait un marathon, ce vieux monsieur de 70 ans qui oublie, qui est un petit peu sénile, etc., qui fait dans le politiquement correct comme on peut guère le faire. Toutes les minorités, alors là, il n'y a pas de problème, toutes les minorités s'y trouvent, est-ce qu'on a bien choisi ce genre de choses, etc. Toutes les minorités sauf le peuple, qui est quand même la majorité. Et je me dis, tous ces gens qui, sur les plateaux télé, sont en train de nous dire « Enfin, la démocratie, le retour de la grandeur. » Démocratie is back. C'est ça. Macron, 2h30 du matin, qui devant le drapeau américain, le drapeau européen, français, enfin, peut-être pas américain, c'est ça, s'en vient donner des leçons en disant que ces gens qui sont entrés dans le Capitole ne sont pas des Américains. Formidable. C'est les mauvais Français du maréchal Pétain. Formidable. Le maréchal Pétain dit que ce sont des mauvais Français. Ces gens du Capitole sont des mauvais Américains, ça ne ressemble pas à l'Amérique. C'est quoi l'Amérique? C'est Obama, c'est New York, et encore, c'est Manhattan dans New York. Éventuellement, c'est un peu côte ouest, et à ce moment-là, c'est Los Angeles, c'est San Francisco, c'est les GAFAM. Pétard, etc., enfin tous ces trucs-là. Mais c'est pas le Texas. C'est peut-être le Delaware, qui est un État, effectivement, et qui nous permet de mettre du fric de côté, puisque c'est l'équivalent de Monaco, du Luxembourg, etc. Paradis fiscal à l'intérieur des États-Unis. Et on entend Jean Luquet, ancien patron de France Inter, ceci explique cela, qui nous dit, ouais, il nous a dit qu'il n'avait pas déclenché de guerre, mais enfin, il a quand même déclenché une guerre dans son propre pays. 5 morts. 5 morts. Et sur les 5 morts, je ne sache pas qu'ils sont tous des morts que les gens qui sont arrivés au Capitole ont fait. Je crois qu'il y a un personnage qui est mort parce qu'il s'est pris des coups d'extincteur, c'est dommageable. Mais une guerre qui ne fait qu'un mort avec un extincteur, ça peut éventuellement se comprendre, c'est pas exactement le tabassage de l'Afghanistan, le tabassage de l'Irak, le tabassage de la Syrie, le tabassage de la Libye. Et autres tabassages. D'un seul coup, on perd totalement la raison. Je redis que je n'aime pas le personnage Trump, je dis simplement sa politique, elle est susceptible d'être examinée, plutôt que d'être dans ce grand délire.
Donc, Biden nous dit « Je suis prêt à prendre la tête du pays et nous allons guider à nouveau le monde ». Et tous les soumis, Libé, Le Monde, Télérama, France Inter, Geoffrin, qui arrivent en disant « Je ne vais pas faire quelque chose de plus grossier, mais enfin de plus vulgaire ou de plus obscène, mais on est prêt, on vous attend. Ouais. On aime tellement être possédé par vous. On a tellement aimé être possédé par les nazis. On aimerait tellement être possédé maintenant par les Américains, comme c'est le cas depuis le 6 juin 1944. Donc, il y a un moment donné, on peut dire, mais le souverainisme, là, dit, mais les Américains, ce sont des partenaires. Merci pour le 6 juin 1944. Hein. Ils ont raison, d'ailleurs, ils font de la politique. Hein. C'est les Américains d'abord. Ils ont raison. Nous devrions faire pareil. Les Français d'abord. Comme les Allemands tout de suite font les Allemands d'abord. Ils ont raison, les Allemands. Angela Merkel, elle fait quoi? Elle dit mon peuple, mes vaccins, ma protection sanitaire, et puis voilà. Bah oui, c'est comme ça. Un chef de l'État, c'est quelqu'un qui est le chef de son État. C'est pas celui qui fait la politique des États voisins. Ça me paraît évident. Et je trouve que si nous retrouvions un petit peu la raison, il y aurait quand même des choses à reprocher à Biden. Moi, je ne veux pas que Biden soit le guide de l'Europe, le guide de la France, c'est-à-dire qu'avec Biden, on me dit ce que je dois penser, ce que je dois manger, etc., etc. Mais éventuellement que, mes comptes, je n'en ai pas, mais qui seraient les GAFAM, etc., fassent la loi dans ma propre vie, parce que, in fine, que veulent tous ces gens-là qui détruisent toutes les frontières entre les sexes, entre les genres, entre les peuples, entre les couleurs, etc. C'est dérouler le tapis rouge à Elon Musk, l'homme le plus riche du monde désormais, qui lui a le projet d'une civilisation transhumaniste, dans laquelle on achète... Et d'un gouvernement mondial. Je ne veux pas me faire guider par les États-Unis pour aller dans cette direction-là. Bien sûr. Alors justement, la transition avec les GAFAM est toute trouvée parce qu'on a vu, juste avant l'investiture de Joe Biden, on a vu Trump se faire bannir aussi des réseaux sociaux, de Twitter, de Facebook, et on a découvert que, il n'était pas exclu que le président Khamenei ait la possibilité de s'exprimer sur Twitter ou sur Facebook, mais que d'un seul coup, Trump était lui devenu un personnage inaudible sur les réseaux sociaux, et on a découvert que finalement ces grands réseaux sociaux avaient une couleur politique, n'étaient pas simplement les distributeurs et non pas éditeurs qu'ils prétendaient être. Ils prétendaient être juste des tuyaux et ne jamais s'exprimer sur le contenu. On a découvert que là, d'un seul coup, la fable était terminée, était consumée. Et ça m'amène à la question suivante, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de réfléchir à une souveraineté numérique et à des réseaux sociaux comme ça qui soient souverains et plus à la solde des GAFAM? Bien sûr. Si nous avons créé, toi et moi, plus nos amis Front Populaire, c'est justement parce qu'on a bien compris, nous, pour en avoir fait les frais, que la presse, elle n'était pas là pour dire la vérité. La presse, elle est là pour fabriquer l'opinion. Les milliardaires n'achètent pas des journaux qui sont déficitaires, encore qu'ils ne le soient pas tant que ça, parce que l'État français, avec l'argent du contribuable, les finance, et on comprend bien pourquoi. C'est-à-dire, si vous enlevez les subventions au Monde, ça tombe. Si vous enlevez les subventions à Libération, ça tombe. Je ne parle pas de France Inter, dont 100% des financements sont des financements qui sont dus aux contribuables. Pourquoi on met autant d'argent? Mais parce qu'il s'agit de bourrer le mou des gens. Parce qu'il s'agit de leur expliquer que Trump est un méchant et que Biden est un gentil. Le type qui nous dit « on arrive, on va vous gouverner », c'est un gentil. Je parle de Biden. Le type qui dit « chacun chez soi et moi je vais m'occuper des Américains », celui-là c'est un méchant et un salaud. Quand on écoute ce que dit Trump, Trump n'a pas dit « prenez d'assaut le Capitole », il dit « rendez-vous au Capitole ». Et pendant que les gens arrivent au Capitole, et puis qu'après ça dégénère, il se passe quoi? Trump dit calmez-vous, rentrez chez vous, ils nous ont volé notre élection. Mais ça, pas du tout. Et ce message-là je n'ai pas vérifié, censuré sur YouTube, m'a-t-on dit. Et donc on se dit, effectivement, après c'est facile de dire Trump a voulu faire un coup d'État en lançant ses électeurs contre le Capitole. Je me dis, mais c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Il dit allez manifester au Capitole. La manifestation dégénère. Là où d'ailleurs Black Lives Matter avait manifesté quelques semaines auparavant devant le Capitole. C'était justement la réponse du berger à la bergère, de dire mais montrons-nous, nous aussi. Alors après, je suis pas paranoïaque et complotiste, mais on peut imaginer qu'il y a des gens qui ont eu intérêt à laisser faire, etc. C'est quand même bizarre que des gens qui sont payés, des militaires qui sont payés pour que des gens n'entrent pas dans le Capitole, laissent tout de même entrer les gens dans le Capitole. Bizarre quand même. Qui plus est, ils ne sont pas rentrés tout de suite. Ils ont été là, présents, un certain temps, puis après ils sont entrés, etc. Puis après, moi j'ai pas vu du tout de gaz lacrymogène. J'ai pas du tout vu ça. Or, on a distribué des masques, des masques de protection, des masques à gaz pour les sénateurs. On les a vus avec ce masque. Certains sont sortis avec ce masque.
On n'a pas utilisé de gaz lacrymogène, mais si vous utilisez les gaz lacrymogènes que la police et les sénateurs ont les masques, ben évidemment tout le monde va sortir et on n'aura pas à déplorer les 5 morts. Pourquoi? Je pose la question. Je dis simplement que quand on veut faire un coup d'État et qu'on n'a pas d'armes, c'est quand même bizarre comme coup d'État. Oui. Surtout dans un pays où les armes sont en vente libre. Bon, je sais bien qu'à Washington, les armes sont interdites, mais je veux dire, vous faites un coup d'État, il n'y a pas un seul coup de feu tiré, il n'y a personne qui soit véritablement mort. Du côté il n'y a pas eu un sénateur de tué, il y a eu un coup d'extincteur effectivement déplorable qui a tué un policier, mais pour le reste, 5 morts, dont un policier tué avec un coup d'extincteur, et 4 autres qui sont finalement des militants. C'est des putschistes, si on veut utiliser l'expression. Donc, coup d'État, il faut arrêter. Il faut arrêter, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le propos que je tiens, si nous le tenons ici à Front Populaire, c'est parce qu'on est libre. Mais ceci dit, les canaux qui vont nous permettre de diffuser ce propos pourront décider que, effectivement, c'est un propos inaudible parce qu'on éclaire les gens, parce qu'on les aide à réfléchir et à penser en leur disant ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, regardez un peu ce qui se passe, etc. Et à ce moment-là, on coupe les réseaux. Donc oui, tu as raison, c'est ce qui fait qu'on a créé Front Populaire, en disant au moins ici on sera libre. Plus on créera de zones de liberté, par exemple des zones numériques, des plateformes. Moi je ne suis pas un technicien de ces choses-là, ce n'est pas ma génération, mais je veux dire qu'on peut très bien dire, eh bien, fabriquons ces choses-là et c'est nous qui disposerons du monopole de la liberté. Le monopole de la liberté, c'est quoi? On peut tout dire. La liberté numérique est une affaire bien trop sérieuse pour être laissée entre les mains des GAFA. Souveraineté numérique, ouais, bien absolument. sûr. Alors décidément, l'actualité, elle vient des États-Unis, puisqu'on a appris il y a très peu de temps, c'est le sommet, que tous les stéréotypes racistes, je cite, Peter Pan, les Aristochats, la Belle et le Clochard, désormais accusés donc de véhiculer des stéréotypes racistes, eh bien Disney a décidé de ne plus les diffuser aux enfants sur sa plateforme Disney+. Là, on est en plein dans la cancel culture, qui est un autre cancer aussi américain. Qu'est-ce que c'est que cette réécriture de l'histoire a posteriori comme ça? C'est fou. Je suis en train de lire Édouard Glissant, je travaille sur le concept pour Front Populaire, sur le concept de créolisation. Et Glissant nous dit il faut que les civilisations soient à égalité. Bon, je veux bien, moi je suis très amateur d'art africain et je connais un peu ce qui se passe dans les ethnies, Dogon, Fang, etc. Enfin bon. Il ne me viendrait pas à l'idée de les mesurer. Je ne suis pas père de famille, mais je pense que quand on a 2 enfants, on ne les mesure pas. On les aime, et puis voilà, quoi. Et puis, oui, il y en a un qui est plus doué là, et puis l'autre qui est moins doué là, et puis ouais, il y a une différence. Mais cette idée de dire, elles sont égales, je me dis, c'est quand même un peu étonnant, cette façon de croire qu'une civilisation qui a rendu possible le fait d'aller sur la Lune, par exemple, même si ce n'est pas forcément le summum pour moi, mais enfin, est à égalité avec une civilisation qui n'a pas inventé le bronze. Je veux bien, mais il va falloir m'expliquer comment on peut mélanger tout ça en se disant, quand on mélange, on va trouver quelque chose de... on ne sait pas trop quoi, nous dit Glissant, mais c'est formidable parce que ce sera la créolisation. Et cette façon de faire table rase, il suppose chez lui qu'on en finisse avec les humanités. Donc il faut le dire clairement, Homère, Dante, Shakespeare, Mozart, Beethoven, Vinci, Bramante, Raphaël, Dutilleux, Duchamp, Picasso, etc. Tout ça, ça ne sert à rien. C'est de la culture de racine, nous dit Glissant, parce qu'il reprend la thèse de Deleuze et Guattari, et il nous faut une culture de rhizome. Donc là, d'abord, il ne sait pas ce que c'est qu'une racine, parce que la racine a des rhizomes, et les rhizomes sont en relation avec les autres rhizomes des racines, qui font que les arbres communiquent entre eux, et que même une souche fonctionne comme une mémoire pour la totalité des arbres. Peu importe, Deleuze et Guattari ignoraient ce qu'était la nature, c'était des hommes de papier, de culture, de bibliothèque, et donc, mais si on veut prendre au mot Édouard Glissant, il y a un moment donné où il faut lui dire l'abolition des humanités, il faut parler franchement, hein, l'abolition des humanités, ça veut dire que Homère, Dante, Shakespeare, tout ça, ça passe à la trappe, ça n'a plus aucun intérêt. Et que, en revanche, la recette d'un poulet au curry, par exemple, c'est à égalité avec l'Iliade. Parce que, bon, voilà, moi je ne déteste pas le poulet au curry, mais je pense que ça n'a pas la même portée que l'Iliade ou que la Divine Comédie. Donc on ne peut pas dire très clairement ce qu'Adolf Hitler faisait, brûler les livres. On ne peut pas dire clairement, on va faire un autodafé. Et là, on va dans une bibliothèque et on dit on brûle tout, ça ne sert à rien.
Glissant nous dit, il y en a marre des cultures de racines qui sont des cultures de l'écrit. Il nous faut des cultures de rhizomes, des cultures rhizomatiques qui seront des cultures de l'oralité. C'est bien une chanson kanak, un chant kanak traditionnel, c'est formidable, mais est-ce que pour autant on doit envoyer au feu la tétralogie de Wagner? Non, les deux, je veux les deux. Je veux qu'on puisse les deux. Je ne veux pas que la tétralogie écrase le chant kanak, mais je ne veux pas non plus que le chant kanak écrase la tétralogie. Les deux, ça s'appelle le divers. Et je pense que la fameuse cancel culture commence par aller chercher des poux dans la tête de toutes les productions. Alors là, ce sont les dessins animés. Donc, effectivement, probablement, les antispécistes vont estimer que les 101 dalmatiens, c'est une exploitation des animaux et que ça n'est pas pensable du tout. Même si on les humanise, d'ailleurs, on les fait parler. Donc quand on est dans cette espèce de configuration où, effectivement, on cherche pour le coup la petite bête, et dans les dessins animés, on va se dire, oh là là, mais là, il y a un chien mâle, puis le chien femelle. Mais le chien mâle domine le chien femelle, c'est inadmissible, patriarcat, phallocratie, misogynie, etc. Hop, on enlève ça. Et donc, on enlève les livres pour enfants, parce qu'il ne faut pas éduquer les enfants dans les stéréotypes de genre. Ah oui, plus de livres avec des petites princesses. Voilà. On enlève les livres après ça. Et puis on continue. C'est les 10 petits nègres. Bon sang, nègre. C'est pas possible. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de l'art nègre avec Picasso, avec Matisse, etc. Il va falloir dire quoi? Alors c'est comme les peuples premiers. On a dit les peuples premiers. Alors, on a dit l'art primitif. Ah, il ne fallait pas. Donc les arts premiers. Puis après on dit mais ça veut dire quoi premier? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus loin, ils ne sont pas... Non, premier ça veut dire... Mais non, pas du tout. C'est originaire. Non, non, il y a un moment donné où on se dit j'ai bien vu l'objectif. Finalement, ce qu'il s'agit de faire, c'est foutre le feu aux bibliothèques, foutre le feu aux musées, détruire les universités, détruire les écoles, ne plus apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, à juger, à avoir un avis sur la peinture, de dire je vais fabriquer un jugement de goût quand on est professeur, instituteur, etc. Pas du tout. On n'avait pas besoin d'avoir un jugement de goût, c'est pas bon. C'est je like ou je nique. Et là, les 101 dalmatiens, non, c'est pas bien. En revanche, parce que là, après, on va faire un truc, on aura, je sais pas, un dalmatien transgenre, ça, ce sera formidable, on pourra l'enseigner à l'école, etc. Mais qu'on accepte le débat. Et pas et puis la diversité aussi. La diversité, c'est ça. Que la diversité aille jusqu'au mâle blanc. Ouais, que la diversité aille jusqu'à la majorité des Français. Que le mâle blanc est une diversité comme les autres. Qui devrait, voilà. Ouais. C'est-à-dire que quand il se trompe, Tocqueville, quand il dit la démocratie, c'est la tyrannie des majorités, ce serait un tel bonheur que la majorité puisse être tyrannique à l'endroit des minorités. Et je le dis en plaisantant, bien sûr. Mais je veux dire, là, c'est très exactement l'inverse. Nous sommes une minorité. Comment pouvons-nous devenir une majorité? C'est l'avant-garde éclairée du prolétariat, c'est une version de l'avant-garde éclairée du prolétariat qui consiste à dire nous avons tous les droits, mensonges, intimidation, violence, etc. Il s'agit de fabriquer une révolution dans laquelle on va faire des crétins, des incultes, etc. C'est formidable pour le marché. Le capital trouve ça très bien. C'est d'ailleurs pourquoi il entretient Biden, qui entretient cette idéologie. Plus on sera crétin, débile, inculte, plus on sera illettré, plus on ignorera, et c'est déjà le cas, les classiques. Qui aujourd'hui, moi j'avais des discussions il y a 20 ans avec des professeurs qui étaient mes collègues et avec lesquels il était impossible d'avoir au pied levé une discussion, pour mes collègues de français, sur Racine et Corneille. Tu préfères quoi, Racine ou Corneille, etc. Je sais pas, j'en ai jamais lu, je sais pas ce que c'est, etc. Alors aujourd'hui, Racine et Corneille, ils savent même plus ce que c'est. Je comprends bien que le gramschisme de ces gens-là consiste à dire faisons table rase de tout ce qui rend intelligent, de tout ce qui rend cultivé, de tout ce qui fournit de l'esprit critique. Il nous faut des cerveaux disponibles pour pouvoir y mettre dedans l'idéologie qui est la nôtre. Et on voit aujourd'hui comment des gamins de 15-16 ans sont en plein dans ce truc-là, des enfants de 8 ans qui veulent changer de sexe et des parents qui trouvent ça formidable. Ouais. Alors, autre actualité, ces jours derniers, on a vu un livre faire beaucoup parler de lui, c'est le livre de Camille Kouchner qui revenait sur le viol de son demi-frère, de son frère, pardon, par Olivier Duhamel. Et cette fois-ci, on a découvert qu'une partie, qu'un homme à la très grande réputation, qui donnait des leçons à la terre entière, était coupable, vraisemblablement, je dis présumé coupable en tout cas, de beaucoup d'inceste et de faits extrêmement graves sur cet enfant, cet adolescent à l'époque. Ça fait 20 ans, Michel, que tu dénonces cette gauche morale parisienne, donneuse de leçons, qui a tenu le haut du pavé pendant longtemps.
Et on a ressorti, on a exhumé d'ailleurs pour Front Populaire un plateau que tu avais fait avec Olivier Duhamel, Alain Finkielkraut. Il y a quand même eu pendant longtemps, et peut-être encore toujours, une véritable culpabilité vis-à-vis de la pédophilie, de toute cette élite, on va dire, qui est très à l'aise avec l'idée de châtier les autres moralement, mais peu volontaire à l'autocritique, quoi. Ça fait 30 ans que je le dis. 30 ans. 30. Je crois que j'ai écrit un texte qui s'appelle Du bon usage de la pédophilie, c'est ironique évidemment, dans lequel je disais tout le mal que je pensais de Matzneff, à l'époque où tout le monde en disait du bien, mais également de la peinture de Balthus, mais également de Lolita, de Nabokov. J'ai lu un tiers du livre, j'étais trop dégoûté, j'ai pas pu aller au-delà. Et de toute cette complaisance à l'endroit de la sexualité que des adultes infligeaient à des enfants. J'ai écrit après un texte qui s'appelle Contre Sade. Et là aussi, je me suis fait agresser parce qu'on a dit, Onfray, ça y est, il est passé du côté du côté obscur de la force, il est devenu de droite, il est contre Sade, puisque Foucault est pour Sade, Barthes était pour Sade, Deleuze était pour Sade, etc. Il y a un moment donné où c'est un délire complet et on se dit, mais je ne peux pas imaginer tout ça. Ça fait quand même une cohérence et je rappelle quand même que quand René Scherrer, toujours vivant, le frère d'Éric Rohmer, le cinéaste, dont j'aime beaucoup le travail par ailleurs, a écrit nombre de livres de pédophilie. Je veux dire, il y en a un qui s'appelait Émile Perverti, qui a été publié dans une collection qui était dirigée par Jacques Chancel. Quand Matzneff écrit un livre à vomir qui s'appelle Les moins de 16 ans, où il nous dit un petit billet dans la culotte d'un enfant qui ceci, etc., c'est dans une collection dirigée par Jean-François Revel. La totalité des livres de Tony Duvert, qui lui est un pédophile revendiqué, une quinzaine de livres, c'est aux éditions de Minuit, c'est Jérôme Lindon qui publie tout ça, qui organise la vente sous le manteau, et tous ces gens qui sont célébrés par justement Libération, par Le Monde, par probablement France Inter à l'époque, enfin tous ces gens qui nous disent que c'est formidable, que c'est fantastique, puis aujourd'hui qui nous disent on ne savait pas, on n'a pas compris, Kouchner qui me dit c'est mon copain qui me dit faut signer, j'ai signé, mais j'ai même pas lu. Ah oui, Jacques Lang qui se dit que c'est une connerie. Oui, c'est une connerie, oui, mais enfin il y a encore peu de temps, il disait des choses dans les années 90 du genre le continent de la sexualité avec les enfants n'a pas encore été abordé ou exploré correctement, etc. On se dit bon. Sonia Mabrouk a fait un très bon travail pour remettre tout ça à la surface. On l'a salué ici. Mais oui, et il faut la saluer, elle fait un très beau travail de journaliste. Mais on se dit, tiens, c'est quand même très étonnant, Duhamel, Cohn-Bendit, qu'on n'a pas mis à la porte de LCI, au contraire de Finkielkraut, qui lui a co-signé un nouveau désordre amoureux dans lequel il faisait, dans les années 74, je crois, l'éloge du fameux Tony Duvert avec une phrase terrible du genre « essayer un enfant ». Je veux dire, il y a quand même plusieurs signes qui montrent une espèce de complaisance pour tous ces gens qui ont dit des choses immondes. Mais qui ont dit des choses immondes. Quand un journaliste qui présente la météo émet quelques doutes sur le réchauffement climatique, il est viré tout de suite. Mais des gens qui ont le grand bazar, c'est susceptible d'être lu, Cohn-Bendit, écrit des choses comme celle-ci, sont toujours à l'antenne. Ouais. Et donc je me dis, s'il faut faire une synthèse, ce que nous apprend l'affaire Duhamel, c'est que ces gens sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. C'est ça la grande leçon de la gauche morale, on dit morale en plus. Gauche caviar, dans lequel il y a caviar. Gauche libérale, gauche maastrichtienne, gauche européiste. C'est salaud de pauvres, salaud de faibles. Les enfants, les vieux aujourd'hui. On entend BHL, André Comte-Sponville et quelques autres qui nous disent le Covid aujourd'hui, ça met la France à genoux pour des vieux, quoi. Pour des personnes âgées qui ont fait leur vie. Mais c'est exactement la même chose aux deux extrémités. On n'a rien à faire des enfants, on n'a rien à faire des vieux. Ils sont improductifs. Sodomisons-les, euthanasions-les. C'est ça la gauche. C'est pas ma gauche. Moi, c'est pas ma gauche. Ma gauche, c'est justement la gauche qui préserve les enfants des prédateurs pédophiles. Ma gauche, c'est une gauche qui préserve les personnes âgées dans les EHPAD et qui fait qu'on va faire le nécessaire pour que ces gens-là ne soient pas envoyés au cercueil vite fait, parce que ça fait bien nos affaires et que ça permet de faire tourner la machine économique si on tue quelques vieux. Mais c'est ça la gauche, tous ces gens qui nous donnaient des leçons de morale, qui nous expliquaient quand on disait « mais ce serait bien qu'on garde notre souveraineté » en 1992, qu'on était des nazis, qu'on était des vichistes, des pétinistes, des nationalistes, qu'on était des bellicistes,
qu'on était des sous-diplômés, qu'on était des crétins, des bac-5. Ce sont tous ces gens-là qui nous ont donné des leçons. Vous avez effectivement ressorti une vidéo, j'avais même oublié que j'avais rencontré ce type-là, dans ces conditions-là, et c'était effectivement déjà sur la corruption des Non, mais élites, sur la corruption des... c'est pour saluer la constance de Michel Onfray, finalement, Ça, qui on n'a pas aura- changé d'avis depuis Ah non 30 ans Ah sur non un certain nombre de sujets, sur Ah, l'Europe, bah, sur la gauche morale. Absolument. On voit que, contrairement à ceux qui disent que tu aurais viré à un moment, que tu aurais changé, que le personnage serait devenu aigri, Oui. on voit que ces gens-là en sont pour leurs frais, puisque les archives démontrent que tu n'as pas changé. Absolument. Je demande qu'on me montre des archives qui me montreraient que je dirais une chose, puis que je dirais très exactement aujourd'hui le contraire. Non, c'est exactement la même chose. Simplement, ce sont ces gens-là qui sont aigris. Parce qu'ils se disent, on est passé à côté du train de l'histoire. Parce que tous ces gens qui sont communistes avant la guerre, et qui sont collaborationnistes pendant la guerre parce qu'il y a le pacte germano-soviétique, puis qui après rentrent en résistance, puis qui après défendent le FLN, puis qui après, etc. Et puis qui se trompent tout le temps. On fait l'éloge des tyrans, on fait l'éloge des dictatures, on fait l'éloge de Staline, on fait l'éloge de Castro, et puis 40 ans après, encore que c'était 72, c'était 10 ans après, tout compte fait, je crois, Simone de Beauvoir, tous ces gens-là se sont trompés, surtout, tout le temps. Et quand on dit qu'ils se sont trompés, on est aigri, on est, je ne sais pas quoi, aigri pourquoi, au contraire. Moi, je me fais une autosatisfaction, hein, je veux dire, il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai pas à être aigri, je tiens le même, je creuse le même sillon et les dates font foi. Ouais. On regarde mon livre sur Sade, qu'on regarde mon texte qui était un... Alors, du bon usage de la pédophilie est un texte que j'avais écrit sur la demande de Philippe Solers, lui aussi défenseur de la pédophilie, qui, pour défendre la pédophilie, j'ai encore le numéro dans mes 50 000 bouquins, là, il faudrait que je le retrouve, qui est un numéro spécial de l'infini, où il avait demandé à plein de gens de se positionner sur cette question de la pédophilie. J'avais été sidéré d'être le seul contre. Donc il faudra que je trouve ça, et puis on refera Avec encore plaisir. de la... Oui. Ça, oui, ça serait intéressant. Oui. Alors Michel, il y a quelque chose que je voudrais annoncer aussi à ceux qui nous regardent, c'est que nous allons prendre l'initiative une fois par mois de nous voir et d'organiser des soirées interactives, un peu sur le modèle de ce que l'on avait fait avec l'Arménie, mais sur des sujets divers, variés. Je te propose que la prochaine fois que l'on se retrouve, eh bien, ce soit autour de l'année 2021 et des grands rendez-vous qu'on va donner à tous nos abonnés de Front Populaire et à tous les autres, bien sûr. Avec Entendu ? plaisir. À bientôt, Michel. À bientôt.